Merci à tous. Merci en particulier, évidemment, aux intervenants de cette convention et à leurs travaux que l'on vient de me remettre et dont je prendrai connaissance avec beaucoup d'attention. Merci aux membres du collectif Nouvelle Écologie pour leur travail d'organisation et leur travail de terrain dans les nombreuses sections locales. Il se trouve que j'ai atterri ce matin de l'avion qui me ramenait de Mayotte. Puisqu'on parle écologie, permettez-moi de vous dire quelques mots. En rentrant de Mayotte, on s'attendrait, et je le ferai bien entendu dans les jours qui viennent, à ce que je parle de la submersion de l'immigration clandestine, de l'insécurité qui fait des ravages, de la pauvreté, de l'abandon de ce territoire. Mais compte tenu du sujet de la Convention d'aujourd'hui, je suis obligé quand même de vous porter en quelques mots le témoignage du désastre environnemental qui a lieu à Mayotte. Un désastre environnemental. 1000 tonnes de batteries de voitures ont été importées à Mayotte dans les 10 dernières années. Où sont-elles ? Sur l'île, les mangroves sont une décharge à pneus. D'ailleurs, les décharges sont à ciel ouvert, avec évidemment toutes les conséquences sanitaires que l'on peut connaître. Est-ce que vous savez quelles sont les solutions que l'État a trouvées en accord avec les collectivités pour régler, par exemple, le problème des déchets et de ces pneus qui se multiplient par milliers dans les mangroves? Allez les faire ramasser par des enfants. Voilà. Voilà où nous en sommes sur l'île. Personne n'a manifestement eu l'idée ou trouvé le financement pour pouvoir installer un incinérateur de déchets. Vous imaginez que sur une île aussi petite, somme toute, que Mayotte, les conséquences que cela peut avoir. Voilà un peu la considération que l'on a pour l'environnement, pour l'écologie, dans ce qui est pourtant un véritable trésor qui devrait être préservé et qui est aujourd'hui livré à l'abandon dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Alors cette convention résonne aujourd'hui de manière plus particulière qu'à l'habitude, à l'heure où certains candidats promettent aux Français la restriction, la régression, la pénurie dans tous les domaines économiques, social, écologiques. Eh bien, je souhaite au contraire proposer de nouvelles perspectives de développement et dessiner un projet d'espérance qui redonne à chacun ses chances de réussite. Lorsque nous parlons de nouvelles perspectives de développement, nous pensons évidemment aux grands enjeux planétaires qui nous concernent tous, sur le climat, la qualité de l'air, sur la préservation de l'environnement et de sa biodiversité. En 2016, il n'est plus possible de penser l'avenir sans prendre en compte ce qui est finalement l'essentiel, à savoir le bien-être de notre planète, la pérennité de nos ressources et donc l'avenir de nos enfants. Ceux que nous n'avons pas envie d'envoyer pour ramasser les pneus dans les mangroves. En la matière, nous portons à n'en pas douter le projet, je crois, le plus ambitieux qui soit. Car il y a beaucoup de choses à changer et d'abord dans la manière d'aborder les problèmes. Vous le savez, nous ne sommes pas favorables à une écologie punitive, telle que mise en œuvre par les gouvernements précédents et qui s'en prend de manière d'ailleurs totalement injuste aux citoyens et aux consommateurs. Cette écologie punitive s'est avérée aussi coûteuse qu'inutile. Dernier exemple en date, pour s'en convaincre, la fermeture des voies sur berge à Paris. Très belle opération, avec une augmentation des embouteillages et donc de la pollution dans toute l'Île-de-France et une population, bien entendu, assez logiquement très mécontente. Si écologie et énergie sont inextricablement liées, la réduction de la consommation des énergies fossiles ne peut passer que par une politique globale qui fasse appel à un État stratège afin d'organiser une vraie transition énergétique à la française. Pour cela, j'envisage d'ores et déjà 4 mesures, 4 encouragements, qui correspondent à 4 priorités de l'action publique. Alors je dis encouragement car je pense que c'est un mot qui reflète l'essentiel de l'action politique, non pas jouer les redresseurs de tort, mais pousser chacun vers le meilleur, être efficace et non dans l'incantation punitive. Avant de les aborder dans le détail, je voudrais réinsister sur la nécessité de remettre en cause le libre-échange total. Pas seulement pour d'essentielles raisons économiques et sociales, celles-là, je crois, nous sommes tous d'accord, mais bien également pour des raisons écologiques et environnementales.
Lorsque nous parvenons à faire échouer des traités de libre-échange total comme le traité transatlantique, le TAFTA, et il faut espérer que le président Trump tienne sa promesse sur cette question, c'est d'abord une victoire pour la planète. Le monde a besoin d'un modèle économique respectueux des hommes et de l'environnement. Et c'est pour cela qu'il nous faut inciter par le patriotisme économique, par le protectionnisme intelligent, à produire au plus près des lieux de consommation. Mais aussi protéger en même temps le portefeuille de nos compatriotes et notre planète. L'obsolescence programmée, dont tu as parlé tout à l'heure, en fait partie, qui entame très durement, somme toute, si on y réfléchit bien, le pouvoir d'achat et crée des déchets dont le traitement coûte très cher à la collectivité. Remettre en cause le libre-échange total qui voit des produits fabriqués dans des conditions ne respectant aucune norme environnementale traverser la planète entière est, je le crois, le plus grand service que nous puissions rendre à la planète et donc à nos enfants. Les traités de libre-échange encouragés par l'Union européenne sont de vraies machines à polluer. Chacun aujourd'hui en est conscient. Venons-en à présent aux 4 mesures que j'évoquais et commençons par l'encouragement des particuliers. En plus de matraquer fiscalement les ménages français, le gouvernement ne met rien en place pour véritablement enclencher la transition énergétique des foyers. Parfois même, l'idéologie mène à l'absurde. Rappelez-vous qu'on a interdit les feux de cheminée en Île-de-France sous prétexte que le feu de bois, ça pollue votre intérieur. Nous voulons agir non pas par la contrainte, mais par l'avantage comparatif. Nous voulons en fait miser sur l'intelligence collective. Nous voulons qu'il soit avantageux pour les Français d'effectuer une transition écologique. Et en ce qui concerne les foyers, il faut encourager les progrès de l'isolation pour réduire les dépenses d'énergie, sans que cela vienne coûter des sommes indécentes. Vous savez, on entend souvent dire, en tout cas moi j'ai souvent entendu dire, que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais il faudrait peut-être que les actes, maintenant, suivent les paroles. Ma première proposition est donc la suivante. Un prêt à taux zéro de la Banque de France pour financer les travaux d'isolation des particuliers. Il faut que l'État incite à la transition écologique et la meilleure incitation reste l'incitation financière. Un prêt à taux zéro pour l'isolation permettra aux Français de financer la transformation de leur foyer sans devoir s'endetter lourdement. Ce que l'État peut apporter, c'est un effet levier. Il peut lever des fonds importants rapidement, mais cela ne lui coûtera rien au final puisqu'il récupérera son argent tout en permettant entre-temps aux Français de réduire leur consommation de fioul, de gaz ou d'électricité. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, dit-on, cette transition énergétique des foyers permettra de stimuler l'emploi car ces prêts isolation devront évidemment favoriser le Made in France. Nous voulons que l'État enclenche un cercle vertueux. Inutile de vous dire qu'entre-temps, la directive détachement des travailleurs aura bien entendu été supprimée. Après l'encouragement des particuliers, il faut stimuler le secteur industriel pour qu'il fasse lui-même cette transition. Je parle ici plus précisément de l'industrie automobile qui reste l'une des plus grosses sources de pollution. On parle depuis des décennies de la voiture à hydrogène. J'en ai moi-même beaucoup parlé. J'y crois énormément. J'avais souhaité, je me souviens dans la campagne régionale, Sylvie en est témoin de 2010 déjà, la création d'un pôle compétitivité de recherche sur l'hydrogène dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous avons vu à quel point cette filière était prometteuse et pouvait porter notre pays au plus haut dans l'innovation industrielle et dans la création d'emplois. Je me souviens à l'époque, j'avais dit si on maîtrise la technologie de l'hydrogène, nous serons non pas les rois du pétrole, mais presque. Bon. Malheureusement, la situation reste quasiment en réalité au point mort. Les voitures à hydrogène en France sont encore des exceptions et les belles incitations ne sont pas suivies d'effet. Il y a évidemment des intérêts financiers en jeu qui freinent cette transformation qui est pourtant inéluctable. Je crois qu'au lieu de retarder le progrès, nous ferions mieux de l'accompagner. Ma deuxième proposition est donc l'appui de l'État à la filière hydrogène pour le développement de la voiture propre. Je veux une filière française avec un appui massif à la recherche appliquée pour le développement de piles à combustible à prix compétitif et à la transformation de l'électricité en hydrogène. Une filière qui doit être pensée, accompagnée, consolidée, c'est ça l'État stratège, et soutenue de A à Z.
Les recherches publiques et privées doivent marcher main dans la main. C'est tout un effort national qui doit être entrepris, qui doit mobiliser nos universitaires, nos chercheurs, nos industriels, nos jeunes pousses et la puissance publique. EDF développera en coopération avec des entreprises privées des capacités de production importantes d'hydrogène. Quand les industriels seront prêts, une date de basculement entre voitures classiques et voitures à hydrogène sera décidée. Des incitations fiscales sur le carburant et les voitures, d'abord dans les villes, puis partout en France, permettront en réalité un basculement massif. Ces véhicules seront à des prix compétitifs dès lors qu'ils seront produits en grand nombre. C'est ça en réalité la clé. L'État doit être là pour inciter à aller dans la bonne direction, pour réduire encore davantage notre dépendance au pétrole. Le nucléaire nous a permis de nous libérer partiellement du pétrole après les crises de 73 et de 79. Eh bien, il faut achever cette transition. Si nous arrivons à mettre en place la technologie adéquate, la commercialisation des voitures hydrogène à grande échelle sera envisageable. Et qui dit grande échelle, dit forcément prix qui baisse. Il n'y a que le prix qui retienne encore les consommateurs français d'adopter les voitures non polluantes en général. L'encouragement de la transition de l'industrie s'accompagne naturellement d'un encouragement de la transition des énergies elles-mêmes. C'est des énergies renouvelables qu'il est question ici. Je le dis tout de suite et je l'ai dit plusieurs fois. Nous ne comptons pas abandonner le nucléaire. Au contraire, il faut en permanence innover et le sécuriser. Abandonner le nucléaire aujourd'hui, ce serait pour la France se tirer une balle dans le pied. Vu les services que cette source d'énergie nous rend, en revanche, il est tout à fait envisageable et même souhaitable de diversifier nos sources d'énergie. De même, permettez-moi de lancer un cri d'alarme qui concerne la privatisation des barrages que l'Union européenne veut nous imposer. Ceci est une folie. On ne peut pas s'inquiéter des risques nucléaires et accepter de confier aux aléas du privé des édifices dont le mauvais entretien pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité de nos compatriotes. Revenons à la question qui nous intéresse, la question scientifique. En réalité, n'est pas celle qui gêne les Français. Ils sont déjà convaincus. La vraie question, là encore, c'est celle de la faisabilité économique. Si aujourd'hui les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment exploitées, c'est que les gouvernements ont envisagé la transition énergétique comme un problème global qu'il fallait résoudre grâce à des accords internationaux. Pourtant, au bout du énième sommet mondial sur le climat, toujours aucune solution n'est à l'ordre du jour. L'accord de Paris de l'année dernière est déjà, malheureusement, bancal et inexploitable. Avoir des ambitions mondiales, c'est bien, mais on ne pourra pas s'en contenter. Il faut donc agir beaucoup plus fortement au niveau national. Ma troisième proposition, c'est donc une politique de prêt public massif à EDF et aux entreprises privées associées pour le développement des énergies renouvelables. Le coût d'une transition énergétique d'EDF sera certes lourd, mais dès que nous considérons le moyen terme, l'investissement devient rentable. Cela contribuera à rétablir l'équilibre de notre balance commerciale, les équilibres dont on parlait tout à l'heure. Développons massivement les filières d'énergie renouvelable françaises, solaire, bois, méthanisation. L'objectif est clair, se passer dans 20 ans de la moitié de la consommation d'énergie fossile et éviter de dépendre de pays qui, en même temps qu'ils nous vendent leur pétrole, souvent nous importent leur idéologie. Les marchés publics et les commandes d'équipements éligibles aux tarifs d'achat d'EDF seront réservés aux produits fabriqués en France sous réserve d'un écart de prix de 25% maximum. Je veux en effet que les énergies renouvelables soient prises au sérieux. Aujourd'hui, elles sont trop souvent considérées comme une force d'appoint. Les légendes sur les énergies renouvelables ont la vie dure et elles se perpétueront tant qu'une volonté politique forte ne prendra pas à bras-le-corps le problème de la transition énergétique. Dernière mesure, et non des moindres, je veux un encouragement de l'agriculture innovante, mais à échelle humaine. Nos agriculteurs meurent aujourd'hui en silence. Ils ne peuvent plus vivre du produit de leur travail. Il n'y a qu'à voir le cours du prix du lait ou de la viande. Sous la pression de l'Union européenne, on a favorisé les élevages ultra-intensifs comme la fameuse ferme des 1000 vaches. Les agriculteurs deviennent les esclaves d'un système de subvention qui les prend à la gorge. Or, ce sont eux qui sont les meilleurs témoins de l'état de notre environnement.
La disparition des paysans ne peut qu'accélérer la destruction de notre patrimoine écologique. Ma quatrième proposition est donc simple. Je veux envisager une baisse de la TVA pour les produits de l'élevage paysan français, tandis que les produits importés issus de l'élevage hyper intensif seront taxés parfois lourdement. Aujourd'hui, l'agriculture française a la tête sous l'eau. Un soulagement fiscal est un premier geste nécessaire pour permettre aux petits exploitants de pouvoir continuer à vivre de leur métier. Cela constituera aussi une forme de protectionnisme agricole, ce que font déjà par d'autres moyens à peu près tous les autres pays du monde, excepté les pays de l'Union européenne, qui sont les éternels naïfs et les éternelles victimes. Il faut rétablir un commerce juste. Cette incitation à l'agriculture à échelle humaine pourra s'accompagner d'un encouragement des méthodes d'agriculture biologique, alors que le plus dur pour les agriculteurs qui veulent se lancer dans la culture biologique est souvent d'assurer un revenu stable durant la période de conversion de leurs exploitations. L'agriculture biologique aura aussi sa place dans l'enseignement agricole, où la culture ultra-intensive est souvent, hélas, le modèle unique. Par ces propositions, nous voulons montrer que l'écologie n'est pas vouée à rester une punition et que la protection de l'environnement peut tout à fait être conciliée avec des impératifs économiques. Pour cela, l'État doit inciter, doit être stratège et jouer de son poids pour faciliter la transition vers une économie plus verte. Il peut permettre d'éviter le problème de l'endettement. S'il joue son rôle d'encouragement, nous ferons naturellement passer notre économie à l'étape suivante de son développement, c'est-à-dire l'étape écologique. Nous portons un message de liberté, non de contrainte. L'écologie n'est possible que dans le cadre d'une nation libre qui peut utiliser les leviers de la souveraineté. Si nous réussissons le pari raisonnable de la transition écologique, nous serons non plus un pays en retard sur son temps, mais un modèle à suivre. Alors vive l'écologie patriote, vive la République et vive la France.